Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, meeting de la dernière chance, on dit certains, pour Valérie Pécresse, hier, Porte de Versailles, que vous soutenez toujours, j'imagine. La prestation est bonne? Est-ce que c'est trop tard? Écoutez, je crois que c'est dommage que ce meeting n'ait pas eu lieu au Zénith, que la campagne aurait peut-être été différente. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un sprint final entre deux candidats auquel je crains qu'elle ne participe pas. Mais au fond, la question devant laquelle on est, c'est quand même une question que je n'imaginais pas un jour me poser. Est-ce que je me réveillerai comme chacun, avec la gueule de bois, le 25 avril, et avec ce choc bien pire que 2002, c'est-à-dire Marine Le Pen élue? Alors Dieu merci, on n'en est pas encore au stade de la probabilité, mais je pense qu'il faut être sacrément attentif pour éviter ce qui serait pour la France une catastrophe et à certains égards pour chacun des citoyens, me semble-t-il, une forme de déshonneur. On va en parler juste après de Marine Le Pen, mais juste sur aujourd'hui, Valérie Pécresse, les sondages la donnent en 4e voire 5e position, autour de 10%. Elle lutte, c'est ça aujourd'hui, dit-on, pour être devant Éric Zemmour, alors qu'elle était à 17-18 au mois de janvier. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bugué? D'abord, ce qui s'est passé, c'est l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a une partie évidente de son électorat modéré qui, dans le syndrome du réflexe du drapeau, est allé vers Emmanuel Macron. Il y avait une partie de son électorat qui se superposait à celui de Macron. Et ça représente, sur les 7% qu'elle a perdus, ça représente bien, je sais pas, 4-5. Les 4-5 qui, à un moment donné, propulsent Emmanuel Macron, même s'il est aujourd'hui en train de les perdre. Bon, après, les alchimies de campagne, c'est très compliqué. Enfin, on verra, on n'en est pas encore. Peut-être que ça sera un peu mieux, espérons-le, que ce que vous dites. Donc c'est pas pour vous une question, c'est trop tôt pour en parler, mais question de programme, question d'image, on a entendu beaucoup de choses. Après, on va faire des autopsies dans tous les sens sur chaque candidature. Écoutez, son programme était à l'évidence sérieux. On en retrouve d'ailleurs une bonne part dans le programme du président de la République, pour lequel nous voterons tous, je l'espère, s'il est face à Marine Le Pen. Je pense qu'après sa prestation qui était ratée, elle l'a dit elle-même du Zénith, elle a été l'objet d'un passage à tabac où une part d'inconsciente misogynie a joué. Moi, je me souviens du meeting d'Emmanuel Macron à la porte de Versailles. On me disait, c'est un coup de débutant. Enfin, l'indulgence médiatique était nettement plus grande qu'elle l'a été pour elle. Une équation très difficile, en réalité, entre une droite modérée que Macron capte avec talent et une droite presque extrême que Zemmour a capitalisée. Bon, tout ça est vrai. Enfin, après, on commentera a posteriori, hein, on n'y est pas encore. Ouais, après cette guerre en Ukraine, c'est vrai qu'elle a bouleversé la campagne qui, pour certains, n'a jamais vraiment décollé. C'est ça aussi la réalité. Une espèce d'indifférence, inédite peut-être d'ailleurs, qui rappelle... Enfin, c'est une campagne en effet très bizarre, mais il faut prendre les choses supposons qu'elle fasse 10, 12, le plus possible. Que Anne Hidalgo fasse, je ne sais pas quoi, 2, 3. Vous vous rendez compte que les deux partis qui ont gouverné la France pendant 50 ans seront à moins de 15 ? C'est quand même saisissant sur le tremblement de terre, politique purement. Et puis, il y a quand même cette situation actuelle, hallucinante, de faire un peu l'impasse sur le premier tour et d'en venir au deuxième tour, de penser qu'aujourd'hui, les sondages ne donnent Emmanuel Macron qu'à 53. Donc, quelle est l'évolution de ce pays ? 16% Jean-Marie Le Pen en 2002, 34% Marine Le Pen en 2017, et à en croire les sondages, 46, 47 en 2022. Voire 52, 48. On est dans la marge d'erreur. On est dans la marge d'erreur. J'espère que ça va permettre à l'électorat Macron de se ressaisir et que la période d'arrogance qu'on a connue, non pas tellement de lui, mais de ses équipes, va disparaître. Je pense que de ce point de vue, le passage a été rapide en une semaine de l'arrogance à la fébrilité. Ouais.
C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, qui ce week-end, quand il est en meeting à la Défense, à la MINC, laisse entendre que le programme de Marine Le Pen ruinerait les petits épargnants, effondrerait leur pouvoir d'achat, mènerait à la faillite de leur retraite. C'est excessif ou c'est ça la réalité, ou c'est plausible? Non, mais le programme de Marine Le Pen est un programme qui a été fait pour quelqu'un qui, au fond, n'imaginait pas qu'il puisse un jour gouverner. C'est un programme de type... je laisse de côté encore la dimension tout autre, qui est l'adhésion à nos institutions, l'adhésion au pouvoir et contre-pouvoir, l'adhésion à nos engagements européens. Je prends que le programme économique. Ça a un petit côté 1980, à ceci près qu'en 1981, la France est à peine endettée. Et donc, c'est un programme qui n'a aucun sens. Pourtant, on dit qu'elle a gommé ce qui faisait peur, il n'y a plus de sortie de l'euro, une dette, ça se rembourse, nous a-t-elle dit. Non, mais écoutez, imaginez ce que serait la vision du monde si cette catastrophe se produit. Il n'y a pas de sortie de l'euro, mais le spread, vous le voyez comment? L'écart de taux d'intérêt entre... L'écart de taux d'intérêt entre le taux de base et le taux de chaque pays, il va s'envoler. Les investissements étrangers en France, où est-ce qu'ils vont aller? Les marchés internationaux que certains des candidats vilipendent et qui financent cet endettement abyssal, comment ils se détourneront de nous? Ça entraînera un taux d'intérêt qui monte massivement. Et qui pénalisera tous ceux qui veulent investir, acheter, s'endetter. C'est évidemment une hypothèse horrible en termes de récession économique, de chômage, de baisse de pouvoir d'achat et d'affaissement, sans parler le regard qui fait que ce jour-là, nous serions un peu honteux. Mais enfin, bon, on en parle comme d'une hypothèse, et c'est bien d'en parler parce que je pense que ça peut amener des gens à être raisonnables. J'espère bien qu'on échappera à ça. Est-ce que ça parlait improbable, voire impossible il y a quelques mois, et aujourd'hui on se dit qu'on est dans la marge d'erreur? Oui, c'est plausible. C'est plausible. Bon, donc, écoutez, à force de dire que c'est plausible, ça veut dire que chacun d'entre nous doit aller chercher les voix une à une avec les dents. Ouais, sachant que pour beaucoup, elle a fait une campagne qui, depuis le départ, axée sur le social, le pouvoir d'achat. Non, mais elle a fait une campagne avec talent. Elle a fait une campagne Ramina Grobis. C'est évident. Non, pour l'équilibre démocratique français, il vaudrait beaucoup mieux que Jean-Luc Mélenchon soit au deuxième tour. Parce que d'abord, il y aurait un affrontement clair. Deuxièmement, il n'y aurait aucune chance qu'il gagne. C'est quand même un grand progrès. Troisièmement, la droite démocratique n'éclaterait pas, puisqu'elle serait amenée à voter évidemment unanime pour Emmanuel Macron, car il y a aussi ce fait que la droite démocratique risque d'éclater dimanche prochain au soir, entre ceux qui voteront évidemment pour Emmanuel Macron et ceux qui, en le disant pour certains ou en ne le disant pas pour d'autres, prendront l'abstention. Comment expliquer qu'elle n'ait pas été à la main, qu'elle n'ait pas été, Marine Le Pen, impactée par l'agression, encore une fois russe, en Ukraine, malgré sa proximité affichée de longue date avec Vladimir Poutine? Autant ça a percuté Éric Zemmour, autant... Elle a été habile pour d'une certaine façon, raser les murs, et Éric Zemmour lui a servi de paratonnerre. Qui l'eût cru, ça? C'était pas écrit encore. Mais de toute façon, la politique n'est jamais prévisible, et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus que vous partiez de l'hypothèse que le pire va advenir. Le pire n'est jamais certain. Je dépense, donc je suis. Voilà le projet d'Emmanuel Macron, a dit Valérie Pécresse ce week-end en meeting. Il y a un fond de vérité ou pas là-dessus? Il y a dans cette campagne beaucoup de promesses qui ont été faites par lui et par d'autres. Bon, écoutez, aujourd'hui... de toute façon, le temps de l'argent magique touche à sa fin. Oui. Quel est le contexte macroéconomique vers lequel on va? On va avoir une forme de stagflation. Stag, pourquoi? Parce que entre les effets, je laisse de côté le choc stratégique, moral et autres, les effets de l'Ukraine en termes économiques, pour nous Européens, pas pour les Américains, les blocages chinois avec des pans entiers de l'appareil économique qui sont aujourd'hui confinés, la suite des ruptures d'approvisionnement, la tension sur les matières premières, tout ceci veut dire une croissance beaucoup plus faible. Ouais. Inflation. Trimestre par trimestre, on sera sur zéro en Europe. Hein. Oui, inflation. Hein. Oui, il y a une boule d'inflation, c'est une évidence. Que personne n'a voulu revenir. Les banques centrales, encore il y a 6 mois, 9 mois, disaient non, c'est temporaire. Non, mais il y avait deux moments.
avant l'Ukraine, on pouvait penser que c'était en réalité un pic d'inflation. L'Ukraine crée, par les perturbations que cela apporte au circuit économique, en réalité un facteur beaucoup plus déstabilisant. En face de ça, que vont faire les banques centrales? On n'est plus dans les années 80. Elles pouvaient monter les taux d'intérêt massivement parce que les États étaient très peu endettés. Aujourd'hui, les banques centrales ne peuvent pas mettre les États en faillite. Donc les taux nominaux vont monter, mais ils vont monter assez modérément. Donc on est dans une situation macroéconomique très étrange où jamais les taux d'intérêt réels n'ont été négatifs à ce point. En 1980-82, l'inflation était de 15, les taux réels de 13, taux négatifs de 2. Là, en réalité, les taux sont à 1 pour l'instant, et l'inflation est à 5 ou 6, taux réel négatif de 6. Les taux négatifs, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut bien voir qu'une grande partie des inégalités qui ont accompagné les 40 dernières années tiennent au fait que nous avons eu des taux réels positifs. Quand vous avez des taux réels positifs, l'argent va à l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent s'appauvrissent. Quand vous êtes en taux réel négatif, ceux qui n'ont pas d'argent et qui s'endettent s'enrichissent et ceux qui ont de l'argent s'appauvrissent. Donc il faut voir que si on est dans un cycle long de taux réels négatifs, ça a quand même sur l'équilibre global socio-économique aussi certaines vertus. Donc il ne faut pas non plus avoir une vision extraordinairement, je dirais, d'un conformisme né des 40 années où nous n'avons connu que les taux réels positifs. Après, faudra-t-il, encore une fois, que les marchés financiers ou les banques centrales financent, je reviens au programme des différents candidats, des programmes de dépenses. Arrêtons. Si Emmanuel Macron est, comme je le souhaite, réélu dans son duel avec Marine Le Pen, les marchés nous financeront. Je veux dire, la France est une puissance plus que crédible. Si le malheur faisait qu'elle serait élue, évidemment que les marchés se déroberaient et que donc chaque Français serait, par la hausse des taux d'intérêt, appauvri. Ouais, voilà. Est-ce que vous voyez sinon sur quoi il fait campagne Emmanuel Macron aujourd'hui? Est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce qu'il fait un second mandat? C'était sa mesure phare, est-ce que c'est original? Non, mais ça, on a du mal à... C'est de tout. Et vous savez, il est dans le même débat qu'ont eu les présidents hors cohabitation ou les premiers ministres de cohabitation, c'est-à-dire les détenteurs du pouvoir exécutif. C'est de dire aux gens, grosso modo, je veux continuer et je suis la moins mauvaise solution. C'est ça, une campagne de titulaire du pouvoir exécutif. Le reste, après, ce sont de la mise en musique. Et puis, il y a ce cas très particulier qui est la situation internationale dans laquelle nous sommes. Bon, aujourd'hui, le retrait russe, en dehors des horreurs que l'on voit, fait que la crainte qu'on pouvait avoir d'une escalade ou d'une montée aux extrêmes paraît réduite. Ouais. Mais on peut se retrouver avec une guerre durable au cœur de l'Europe, les mouvements migratoires que l'on connaît, éventuellement une situation à la coréenne avec un armistice de droit ou de fait qui maintiendra cette plaie purulente dans ce continent jusqu'au jour où les choses changeront en Russie. Moi, je suis absolument convaincu que il y a en Russie une classe supérieure, je laisse de côté les oligarques, ce n'est pas le sujet. Vous avez une classe supérieure qui vivait à l'occidental. Cette classe supérieure, soudainement, voit son mode de vie s'effondrer. Elle ne peut plus envoyer ses enfants apprendre l'anglais à Londres ou à Boston. Elle ne peut plus sortir pour venir visiter les musées ici parce qu'elle peut sortir par Dubaï ou Tel Aviv, mais sa carte de crédit ne fonctionne pas. Elle ne peut plus, à l'intérieur de son propre pays, avoir Netflix, aller chez Ikea et aller se prendre un McDo. Il y a une forme de Corée du Nord qui est en train de tomber sur la vie russe, en tout cas dans les grandes villes. Alors on peut être durablement la Corée du Nord, mais peut-on devenir, après avoir été plutôt en économie capitaliste, devenir la Corée du Nord? Je ne crois pas que ce soit durable. Mais tout ceci crée des facteurs d'incertitude et d'instabilité tels qui font que, puisque c'est le cœur de votre préoccupation, le contexte macroéconomique n'aura rien à voir avec la résurrection rutilante qu'on escomptait il y a encore 3-4 mois. Ouais, et ça, c'est un changement de paradigme. Oui, c'est un changement de paradigme, mais des changements de paradigme, dites-vous, rappelez-vous qu'il y a 2 ans, nous ne pouvions pas nous rencontrer parce qu'on était en confinement dur. Donc,
Nul ne pensait qu'un jour le monde serait arrêté par une épidémie et nul n'imaginait que nous verrions des chars et des massacres dignes de la Deuxième Guerre mondiale sur le sol même européen. Donc il faut s'attendre à tout. J'espère que le troisième changement de paradigme ne sera pas un choc électoral en France. Juste, ça paraît dérisoire comme question maintenant, je la pose, mais sur la question de McKinsey, là, sur la polémique McKinsey, il est bousculé ou pas? Est-ce que ça parle aux Français? Je trouve cette affaire grotesque. C'est pour ça que je dis que ça pour dire, et je trouve que la bonne réponse n'est pas donnée par le gouvernement. La bonne réponse, elle est très simple. Quand on entend Mélenchon dire « les fonctionnaires sont là pour ça, ils pouvaient faire le boulot ». Ah oui, donc il faut mettre en place la vaccination. C'est quand même un choc pour une administration majeure. Et donc, les fonctionnaires étaient disponibles. Alors ça veut dire qu'ils ne foutaient rien avant. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? On a une administration qui n'était pas faite pour gérer une espèce de choc nucléaire comme a été l'arrivée du confinement, la sortie du confinement et la campagne de vaccination. Donc, je pense que on est en train... Alors évidemment, quand on dit McKinsey, alors ça alimente l'anticapitalisme et l'anti-américanisme sur lesquels certains surfent. Mais enfin, c'est un sujet dérisoire. J'aimerais savoir combien de patrons d'entreprises moyennes ou grandes n'ont pas eu recours à des cabinets de conseil. Donc, voilà. Bon, on est en fin de campagne électorale, on essaye d'attiser les braises, mais c'est un non-sujet. Tout le monde a recours à ces cabinets. Moi, je ne les vois, je les connais dans la vie professionnelle, je ne les vois que comme une main-d'œuvre supplétive de luxe, pas plus. Si ça doit être les prophètes de l'avenir économique des entreprises, je n'y crois pas. Mais dans le cas d'espèce, il fallait avoir une main-d'œuvre supplétive. Voilà, notamment pour vacciner. Il aura un mandat clair s'il est réélu le président. C'est pas la question de la légitimité, je ne parle pas de ça. C'est une question idiote, la légitimité. C'est pour ça que je ne la pose pas. Le mandat, on le connaîtra le soir du deuxième tour des législatives. Je pense qu'on sera dans une situation où on peut être amené à dire, enfin, vous allez dire qu'il y a une majorité présidentielle et qu'en réalité, elle sera incroyablement plurielle. C'est-à-dire qu'il y aura les fantassins macronistes purs et durs, il y aura les troupes de François Bayrou dont la capacité de négociation, voire de chantage politique, n'est pas faible. Il y aura les troupes d'Édouard Philippe, c'est-à-dire la droite ralliée à Emmanuel Macron, mais qui pensera au coup d'après qu'est 2027. Et il y aura probablement d'autres ralliements venant de la droite démocratique. Donc on va pour la première fois dans nos institutions être dans une situation de coalition. On n'a connu depuis 1958 que deux situations. Le pouvoir vertical, ça a été le cas là, mais ça l'a été à maintes occasions sous la Ve République, et la cohabitation, c'est-à-dire l'équilibre entre deux pouvoirs, mais en fonction d'un cahier des charges très précis, où chacun sait à peu près ce à quoi il a droit. La coalition, la vie politique française n'a pas connu ça depuis 1956. Ça peut générer du statu quo, comment ça se passera? Je n'en sais rien. Ça peut générer ça peut toujours... Il y a deux lectures possibles. Ça peut générer du statu quo, mais ça peut générer ce dont la France n'a pas l'habitude, c'est-à-dire un compromis réformiste. Ouais. Entre les deux, je crois que ni vous ni moi, nous ne le savons. Mais en tout cas, le vocable majorité présidentielle, en tout état de cause, sera totalement illusoire. Car il y a la réforme institutionnelle de 2008, on n'en a pas encore vu les conséquences. Premièrement, si Emmanuel Macron est réélu, il ne sera pas rééligible à nouveau, oui. 2 mandats. Et deuxièmement, des gouvernements qui étaient dans des situations difficiles, comme celui il y a très longtemps de Raymond Barre ou de Michel Rocard en 88, ont gouverné à coup d'article 49.3. Or, la réforme de 2008 autorise un 49.3 par session parlementaire, plus le budget. Donc ingouvernable. C'est pas ingouvernable, ça va exiger une alchimie politique d'une toute autre nature, voilà. Et qui ne relèvera évidemment pas d'un pouvoir classiquement vertical. Bon. Avant de se quitter à la main, petite question, on a vu que finalement Vladimir Poutine ne coupera pas le robinet du gaz, même si certains s'en émouvaient, s'en inquiétaient. Moscou donne donc 1 mois de plus aux Européens pour payer en roubles, même si en réalité les versements seront faits en euros avant d'être convertis en roubles dans un second temps au travers de Gazprom Bank. Donc cette menace n'a pas été mise à exécution par Vladimir Poutine.
Oui, parce que ça voulait dire 700 nous couper le gaz, 700 millions moins par jour pour lui. Se couper la recette gazière. Ouais. Cela dit, avec lui, tout peut arriver. Après ce qu'on a connu, je pense qu'il faut s'attendre à une possibilité d'imprévu absolu. Bon, d'ailleurs, la question de l'arrêt des importations de gaz se repose de notre côté comme une éventuelle réaction à ce que nous voyons là, c'est-à-dire une espèce de violence qui ne peut pas laisser l'Occident démocratique sans réaction. Le problème du gaz, il est pour l'hiver prochain. L'été arrive, Dieu merci. Donc la question, c'est les pays les plus dépendants, comment arrivent-ils à remplir les cuves? Ça vise l'Allemagne, ça vise l'Italie et quelques petits pays. Nous, de ce point de vue, nous sommes relativement protégés. Hommage soit rendu une fois de plus au nucléaire, même si nos centrales ne tournent pas à pleine capacité en ce moment, puisque nous n'avons que 18% de notre gaz qui vient de absolument. Russie. Et la Commission européenne qui veut diviser par 3, encore une fois, les importations de gaz européen, de gaz russe en Europe d'ici l'année prochaine. L'agenda me paraît quand même très court. Hein. Écoutez, tous les grands pays envoient leurs meilleurs ministres remplir les cuves en ce moment. Au Qatar, un peu partout. Oui, au Qatar, en Amérique. Bon, tout le monde s'adapte. Regardez, l'administration Biden a repris langue avec le gouvernement vénézuélien qui était mis au pilori pour récupérer du pétrole. Donc, Dieu merci, il y a encore dans les comportements une forme d'adaptabilité et de flexibilité. Bon voilà, merci de passer nous voir, merci beaucoup. Merci. Alain Minc, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.